Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. Cette fois-ci, nous sommes allés à Tokan pour notre enregistrement. Nous avons élu domicile à l'Air Jardimé. C'est un petit coin assez extraordinaire et coquin qui allie nature et modernité. Vous avez certainement eu le temps de le découvrir. Aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage, je vous l'avais promis déjà, La faille de minuit, c'est un recueil de nouvelles policières conduit par Marcel Théon-Kogon. On va recevoir un des contributeurs à cette réalisation collective, en la personne donc de Eros Ekondayo Nyaklo, qu'on connaît déjà sur ce plateau, qui est passé déjà avec un ouvrage individuel. Eros Nyaklo, bonjour. Bonjour, Tanguy. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation d'ailleurs et de partager quelques instants avec moi sur ce plateau. Alors, pour votre contribution, vous aviez publié Au nom du Père. C'est une histoire un peu qui met, je dois dire, au devant de la scène, un enfant qui se trouve du jour au lendemain à devoir prendre la relève, je dois dire, de son papa assassiné violemment parce qu'il avait des ambitions politiques un peu. Il était devenu aussi, je dois dire, quelque peu célèbre dans le coin, sauf qu'il découvre en cherchant à comprendre comment est-ce qu'il a été assassiné, parce qu'il a été assassiné justement, le crâne fendu, vous avez été violent, hein, le crâne fendu, en cherchant donc à comprendre un peu tout ce qui s'est passé autour. Il va découvrir au-delà même de cet assassinat-là. C'est-à-dire que son père n'était pas en réalité le père qu'il pensait être. Pourquoi vous assommez votre personnage principal comme ça? Bon, d'abord, cette histoire, j'avoue, elle était inspirée d'une expérience que j'ai faite avec les enfants de la rue. Okay. Parce qu'en 2018 et 2019, j'étais éducateur dans un centre à Cotonou. Et puis, quand vous allez dans des enquêtes sociales à la découverte de la famille des enfants de la rue, vous entendez beaucoup de choses. C'est une histoire de famille recomposée, telle que vous l'avez vu. Il a repris l'enfant, sachant déjà que c'était son enfant, mais il a fait passer pour l'orphelin. Donc c'est un cas typique que j'ai eu à connaître, mais j'ai étoffé d'une autre manière pour révéler quand même des choses qui se passent au niveau des enfants de la rue. Souvent, on les accuse. Donc c'est en quelque sorte j'avais pas envie de l'appeler vengeance, mais c'est en quelque sorte le tréfonds, le ressenti voilà, d'un enfant de la rue que je transmets surtout aussi à travers la violence du crime. On l'a vu, hein, c'est un enfant qu'on a présenté comme un enfant recueilli, parce que orphelin, dans une famille, alors même que réellement la famille qui l'accueille, le père de cette famille, c'est son réel père. Oui. Et puis, il assomme violemment son père quand il découvre que c'est en réalité son vrai père. Pourquoi cette férocité? En fait, vous l'aurez remarqué dans la nouvelle, sa mère lui a toujours notifié que son père ne vivait plus, son père n'existait plus, entre griffes. Et donc, découvrir par le biais de sa mère, c'est que sa mère ne lui a pas dit directement, mais en enquêtant également au sein de la famille, il a découvert ça. Et parallèlement, découvrir le soin qui était pris à son autre frère, puisqu'ils étaient deux. L'autre, un avenir brillant, des études à l'extérieur et tout ça. Donc, c'est tous ces ressentis que j'ai manifestés à travers son crime. Parce que les enfants de la rue font pire. Ils font pire. Bon, ils ne vont pas à l'extrême du crime, mais quand vous les écoutez, pour eux, c'est à jamais, la famille est bannie. On a tout le temps fait de rejeter le tort sur ces enfants, que c'est à cause d'eux, s'ils sont dans la rue. Mais quand on repousse loin, il y a des responsabilités parentales. Mais j'ai l'impression qu'ils sont irrécupérables. En tout cas, quand on lit votre histoire, on n'a pas l'impression qu'un jour, ils peuvent chercher à comprendre justement ce qui s'est passé. Oui, je ne suis pas allé au bout. Bon, je ne pourrais, chaque lecteur pourra donner sa suite. Moi, j'ai juste voulu transmettre un ressenti. Peut-être cet enfant fera cas d'un accompagnement et tout ça, parce que la violence est déjà innée, en quelque sorte. Il a acquis la violence en lui. Et c'est généralement ça que nous avons effectué sur chaque enfant quand j'étais éducateur. Ce sont des enfants extrêmement violents qu'il faut canaliser, qu'il faut essayer de comprendre. Il y a des psychologues, des assistantes sociales et tout ça. Donc, c'est tout un processus. Moi, j'ai voulu révéler une situation des enfants de la rue, ce qu'ils peuvent ressentir, et après, également la réalité parentale. Parce que dans la majeure partie des cas que nous découvrons plus tard, ce sont des familles recomposées. Et on se demande peut-être, est-ce que ces enfants seront accueillis à nouveau dans ces familles-là? Dans ma nouvelle, le monsieur, il a accueilli son enfant, il a
assumé cette responsabilité, je dirais, mais il ne pouvait plus le notifier aux autres membres de la famille. Et cet enfant, mettons-nous à sa place, quand il découvre quand même que c'est une famille, une bonne famille, tout est bien. Oui, mais il avait accès à tout quand même. Il avait la protection, il avait les soins, il avait l'éducation qu'il faut, etc. Mais il en voulait à son papa. Il en voulait à son papa parce que pour l'avoir abandonné, que sa maman pense que son père était décédé et qu'il découvre également que sa mère était secrétaire depuis tout ce temps pour son papa. Et les conditions dans lesquelles justement il a été conçu parce que sa mère a dû être violentée, etc., Voilà. abusée pour qu'il n'ait justement... Quand j'ai commencé à lire l'histoire, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas l'esclave de Félix Kouchoro, ça? J'avoue, je n'ai pas lu l'esclave. Sérieusement? Je n'ai pas lu l'esclave. Je vais le lire. Il faut le lire parce que ça a une partie de ressemblance où quand même un frère intégré justement à nos familles se fâche véritablement de, je dois dire, de l'intérêt qu'on porte à l'autre frère, marié, beaucoup d'argent, beaucoup d'aisance, beaucoup de liberté, etc. Et ça conduit justement au crime fratricide qu'on a dans votre bouquin. Il y a un personnage qui m'intéresse bien, le père en question. Aux yeux de ses enfants, c'est le père parfait, c'est le modèle, etc. Vous en faites non seulement le complice de la dame qu'il a violée et avec qui il a eu un enfant dont il cache la paternité, mais il a aussi une famille, dehors vous l'aviez soufflé, et il fait des affaires louches. Est-ce que c'est parce qu'il est homme politique, enfin, qu'il veut être homme politique? On dit que les hommes politiques ne sont jamais sains. Dans cette nouvelle particulièrement, j'ai voulu sortir du cadre selon lequel la victime est toujours celle qui a de bons comportements, celle qui était innocente. J'ai voulu sortir du cadre de la victime innocente, celle que tout le monde, que l'auteur essaie de parfaire en quelque sorte. J'ai voulu lui jeter du discrédit. C'est vrai, à l'entame, j'avais en tête déjà un père entre griffes irresponsable. J'avais cela en tête pour faire sonner le glas de la réalité de l'enfant de la rue. Mais c'est pas après, en écrivant, je me suis dit, je vais lui donner un côté bon et après révéler son côté louche et tout ça. C'était ça la construction de ce personnage. Et les hommes politiques doivent avoir forcément un deuxième, troisième, quatrième bureau. Non, non, j'ai pas vous du les tout fait assommez, allusion. vous n'êtes pas gentil avec eux du tout alors dans l'ouvrage. Non, je me suis dit, comme tout le monde a vu un peu sa magnanimité dans le quartier, et ses œuvres réalisées, il construisait un hôpital, la population décide de le porter en quelque sorte, et lui-même, il est porté par ses aspirations. Voilà. À ce jeu-là justement, et c'est arrivé. De toute façon, on a quand même une très bonne mise en scène. Merci. Où c'est le garçon, je dois dire étudiant en médecine, qui a fini, qui rentre, qui, ma foi, se transforme en détective privé pour aller au bout de l'histoire. Et là, les policiers, les flics, ils ne seront pas contents de vous, hein, parce que vous les montrez sous un mauvais jour, corrompus, complices parfois des crimes qui n'ont souvent pas dissidents. Je dois dire, les fouilles ne donnent pas véritablement, ne révèlent pas véritablement les vrais auteurs. En effet, vous allez remarquer, bon, moi je dirais que ma plume fait un processus depuis Teki, depuis les tontinières. J'essayais un tout petit peu, je n'en veux pas du tout à la police, du tout pas, mais je rentre un peu dans la peau du commun des Béninois. Vous savez, quand on questionne des personnes, beaucoup en veulent à la police, par exemple, en dehors des fonctions... Est-ce que c'est la police ou aux institutions républicaines en réalité? Oui. Est-ce que nos institutions n'ont pas perdu toute leur crédibilité aujourd'hui? Je pense que c'est mieux dit quand on parle des institutions, effectivement, je suis d'accord. Donc, c'est quand on questionne le commun des personnes qui disent qu'on a arrêté leurs proches, c'était pas lui le coupable, peut-être des populations qui révèlent beaucoup de choses, qui en veulent. Donc j'ai voulu faire un processus comme ça, pas pour jeter du discrédit à la police, du tout pas, mais quand même pour montrer, vous allez remarquer, je montre quand même que la police joue un rôle fondamental. Maintenant, les gens également, bon, il y a des choses que moi-même j'ai connues, j'ai rencontrées, j'ai écoutées, que j'essaie de faire sortir. Par exemple, quand on va au poste et puis tout de suite, on n'écoute pas sa plainte, on fait tarder un peu la personne. Oui, l'inspecteur ou le commissaire qui se fait tailler les ongles par une jolie dame, alors même qu'il y a un plaignant qui arrive, etc. Et puis, non, vous n'êtes pas gentil. Le commissariat qui pue la cigarette, c'est quand même bizarre. Sauf que vous avez fait un jeu de personnage qui m'a paru assez singulier. Hein.
les hommes, enfin, les personnages, certains personnages apparaissent très bons, je dois dire, en tout cas aux yeux du grand public, alors qu'au fond, ils ne sont pas bons. Et puis ceux que le public a priori perçoit, voit comme mauvais, sont en réalité pas mauvais. Je choisis par exemple la jeune fille avec qui justement le monsieur qui a été assassiné sort. Tout le monde la traite de pute, mais en réalité ses réflexions n'ont rien à voir avec la prostitution. Hein. Pourquoi ce contraste? Bon, j'avoue, c'est l'un des travaux les plus difficiles que moi, personnellement, j'ai à faire quand je veux écrire. Je passe assez de temps sur, je dirais, le profil des personnages. J'ai voulu sortir un profil d'une étudiante, checker le personnage, donc à la recherche des moyens, à la rigueur, pour survivre, et qui tombe sur un boss, excusez le thème. Donc c'est la réalité de certaines étudiantes qui tombent sur des personnes comme ça, qui sont comme... la manne, quoi, la manne tombée du ciel. Et elles, en fait, ce qui les lie à cette personne, c'est juste qu'elles apportent peut-être une écoute attentive à cette personne en question. Elles n'attendent rien en retour, peut-être juste la pécule de la part de la personne, mais au fond, ce sont des personnes très innocentes. Et vous voyez, c'est elle qui a en quelque sorte donné des indices à l'enfant dans le déroulement de l'enquête. Donc c'était un personnage singulier, effectivement, que je voulais faire. Elle va jusqu'à refuser 50 000 hein, pour dire qu'elle n'a pas acheté. C'est rare ça. Pour une maîtresse, pour une jeune fille qui va dans une école aussi prestigieuse qu'on connaît, universitaire qu'on connaît, c'est quand même très très inattendu là. Un autre personnage qui m'intéresse bien, c'est le frère. L'oncle Jackie. L'oncle Jackie. Au départ, vous le montrez un peu complice, suspect, louche dans ses attitudes. Puis après, on comprend en réalité qu'il est comme, je dois dire, le gilet pare-balles, qui protège un peu. Mais il était où alors quand, quand son protégé recevait le coup de hache au milieu du crâne? Il est apparu à la fin, c'est lui qui a sauvé le fils en quelque sorte. Donc j'ai voulu faire de lui, justement, à la fin, je vais peut-être sortir au cadre. C'était, dans la première écriture, c'était pas lui qui sauvait le fils. C'était Tchéké, l'étudiante en question, qui est venue dans la maison. Mais je me suis dit après, comment est-ce qu'elle est venue là et tout, il faut aller au bout de la fraternité. J'ai voulu faire transmettre un message de fraternité à travers cet oncle qui couvre même, je dirais, jusqu'au bout son frère. Dans ses déboires, dans ses affaires louches, il est toujours présent, il prend sa défense. Et puis le fils, vous allez remarquer, il a eu un tic quand il est allé à l'usine et il a remarqué l'acharnement, le dénouement de l'oncle pour sortir sa famille ou bien l'usine en quelque sorte, malgré la mort du père, pour que l'usine aille au bout pour que les efforts du père aillent au bout de leur concrétisation. Donc je voulais faire sortir un personnage qui couvre... Vous faites accuser la pauvre épouse de la victime, vous la chargez, même si bon... En réalité, sur la scène, elle n'apparaît pas beaucoup. Pourquoi vous chargez une personnalité ou un personnage féminin à assumer ce rôle-là? C'est vrai, je n'ai pas fait une analyse poussée. Ce personnage est apparu comme ça. Un père, une famille, un père, son épouse, un mari, son épouse, et puis tout de suite l'épouse. Parce que c'est une famille de 3 enfants. Je ne voyais pas les autres enfants, puisque c'est un enfant qui est coupable à la fin de l'histoire. Je ne voyais pas les autres enfants porter la culpabilité tout de suite. Donc j'ai vu son épouse. Ça n'a rien à voir, je n'ai rien contre les femmes, du tout pas. Donc maintenant, j'ai fait d'elle une personnalité pour montrer jusqu'où ça peut aller. Ce n'est pas parce que c'est une personnalité qu'on ne peut pas lui reprocher de ces choses-là. Et puis, c'est aller très loin. Et en même temps, j'ai inclus la question de la pétition de ces étudiants qui demandent la libération de leur professeur. Bon, c'est un parallèle qui est arrivé comme ça. Comme ça. Voilà. En tout cas, la nouvelle elle est très intéressante. On ne va pas la vider, on va permettre aux téléspectateurs d'aller se procurer justement cet ouvrage-là, La faille de minuit, pour comprendre un peu ce qui s'y déroule. Pourquoi faille de minuit? La faille de minuit, c'est juste le titre de la première nouvelle. Bon, c'est l'auteur qui a donné le titre. Tranquillement à ce recueil-là. Justement, c'est un recueil qui est né de la contribution de plusieurs personnes et pas des moindres, je dois dire, en tout cas des personnes singulières, des gens qui se frottent pour la première fois en griffe, sauf vous et peut-être
L'autre, en tout cas, qui se frotte un peu, oui, je dois dire, à l'exercice de l'écriture du polar, rien que des jeunes. Expliquez-nous un peu l'esprit de ce projet Osmose. Ok, le projet Osmose est un projet initié par Martial Kogan, l'écrivain. Lui-même polariste, il écrit du polar. On le connaît très bien. Hein. Et donc, à travers ce projet, il a quand même voulu une détection de jeunes talents dans la littérature, dans le polar. Et puis, en même temps, renforcer les capacités de ces jeunes-là. C'est ça. Parce qu'il s'est dit, il part de son expérience personnelle à travers le concours Plume Dorée, qui en quelque sorte lui a tendu la main. Et je dirais c'est mon expérience également, c'est un concours littéraire qui m'a tendu la main. Et ces jeunes qui n'ont pas forcément accès à l'édition et tout ça, la preuve, nous avons eu des résultats tout de suite des éditeurs qui étaient très intéressés par leurs plumes. Donc, c'est un projet de détection de jeunes talents dans le polar et de renforcement de ces talents-là. Donc, il y a eu l'appel à candidature, il y a eu plusieurs tests envoyés. Après la sélection des meilleurs tests, je ne dirais pas meilleurs forcément, mais des tests qui répondaient aux critères quand même voulus par le concours. Et ces tests ont été, ces jeunes auteurs ont été, les capacités de ces jeunes auteurs ont été renforcées à travers un atelier. Et après, il y a eu une réécriture et l'aboutissement final qu'est le recueil La Feuille de Minuit. Ce n'est pas un concours qui prime, par exemple le lauréat ou le trio de tête, non. Mais c'est un concours quand même qui révèle 10 plumes, 10 auteurs. D'ailleurs, la deuxième édition est lancée. Déjà. Donc, c'est un concours qui veut détecter de jeunes talents dans le polar et renforcer leurs capacités, permettre à ceux-ci d'avoir accès à l'édition. Voilà. Comment vous appréciez, vous, personnellement, ces jeunes Moi, j'ai été séduit. Pour me marrer, souvent, je disais à Martial, si ils nous ont mis, excusez le terme, le feu. Ils nous ont mis le feu en quelque sorte. Et si nous, on ne travaille pas, nous, on n'est pas encore abouti, mais si on ne travaille pas davantage, ça prouve qu'il y a une jeune génération, une très belle plume de très bons auteurs qui arrivent. Et ça fait vraiment comprendre que le polar béninois, les jeunes aiment le polar béninois et qu'il faut davantage valoriser ce genre. Alors, j'ai lu les histoires, je m'attendais, enfin, c'est vrai, on connaît la tradition du polar, hein, du sang par ici, quelque chose qui est perdu par là, quelqu'un qu'on a tué, un mec qui apparaît ou une femme qui apparaît, qui joue les intelligents et qui dénoue la situation et qui nous permet de souffler et d'avoir le coupable. Est-ce qu'il n'est pas temps de trouver un moyen de faire évoluer le polar? Oui. Déjà, vous avez parfaitement raison. Déjà, la première des choses qu'on dit souvent aux auteurs, c'est de contextualiser leur plume. C'est fini le temps, je ne dirais pas, ils nous ont inspirés, Agatha Christie, tout ce qui est polar, ça nous a inspirés. Mais davantage, désormais, on doit contextualiser le polar à notre contexte béninois. À l'actualiser, oui, l'actualiser au contexte béninois. Et le schéma classique, meurtre, crime, enquête, dénouement, c'est à chaque auteur de voir comment tourner autour. C'est vrai, il y a des éléments incontournables dans le polar. Le crime, le mobile, l'enquête, les suspects et tout ça. Mais c'est à chaque auteur de trouver la particularité. Pas forcément rester dans le genre classique, certains diraient même plat, mais quand même innover autour. Est-ce que vous l'apprenez à ces jeunes pousses-là? Oui, ça a été vraiment fait lors de l'atelier. C'était un atelier où il y a eu des intervenants. Martial aussi était intervenu via Zoom, parce qu'ils n'étaient pas à Cotonou dans la période. Donc, ils ont vraiment été renforcés, leur capacité a été renforcée. Et très tôt, on l'a vu dans la réécriture des tests. Parce que les tests étaient présélectionnés. Il y a eu une phase de réécriture également. Qui a précédé la publication. Oui. Eros Nianklo, merci beaucoup d'être venu sur cette émission. Un mot rapidement pour finir. Inviter les jeunes, les passionnés, les lecteurs à se procurer du recueil qui est toujours disponible. Et également, inviter beaucoup de jeunes à s'intéresser au polar. C'est un genre dont on parle peu, je dirais, qui n'a pas toute sa grandeur, mais qui révèle énormément de choses. Le polar est un baromètre de la société, comme le dirait Martial, et je pense davantage que s'intéresser pour des jeunes passionnés, des jeunes plumes au polar, leur permettrait de révéler davantage beaucoup de choses qu'ils pensent non dites, en quelque sorte. Donc, inviter toutes les jeunes plumes, tous les jeunes auteurs à s'intéresser davantage à ce genre. Merci. Merci, Eros Nianklo, contributeur du recueil de nouvelles policières La Faille de Minuit.
C'est un recueil né, je dois dire, d'un projet, Osmose, Oui. qui a permis quand même de révéler de nouveaux jeunes talents afin de reprendre, de pérenniser la flamme donc, du roman policier au Bénin. Encore une fois, merci. Merci. Du courage à vous et bonne chance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous pour ce rendez-vous de littérature sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous samedi prochain à partir de 11h. Mais d'ici là, vous vous portez très bien. Vous passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la chaîne La Première à Cotonou.